Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de formation et de reconversion. Justement, pour se reconvertir, il faut parfois retourner sur les bancs de l'école. Pas facile quand on n'a plus 20 ans. Sylvie a sauté le pas, elle est passée de la publicité au métier d'éducatrice spécialisée. Elle viendra nous expliquer son parcours. Cette semaine, on prend de l'altitude avec Romain. Il a un métier extrêmement physique puisqu'il est cordiste. Autant dire qu'il n'a pas le vertige. Il exerce son métier sur la corde raide et il adore ça. La vie professionnelle n'est pas un long fleuve tranquille et vous avez certainement vécu des périodes d'inactivité. Comment on explique ça lors d'un entretien d'embauche? Arthur Perticos vous donnera ses conseils. Rencontrer des pros pour comprendre la réalité d'un métier et bénéficier des conseils de ceux qui le vivent au quotidien, c'est ce que propose l'association solidaire Place au métier. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi. Et ça commence tout de suite avec une immersion en Corse, destination touristique par excellence. L'île de beauté a encore plus à offrir que son panorama de cartes postales. Si vous avez de l'expérience dans la vente, la restauration ou le BTP, la Corse a tous les atouts pour vous séduire. Notre road trip dans les territoires de l'emploi nous emmène à Ajaccio. Napoléon, de belles plages et la Méditerranée, pas de doute, nous sommes bien sur l'île de beauté. Plus précisément en Corse du Sud, à Ajaccio. C'est là. Maintenant que l'on a bien profité des panoramas somptueux, on peut parler de ce qui nous amène ici, le marché de l'emploi. Et pour cela, nous avons rendez-vous avec Vincent Philippi qui se réjouit du regain d'activité d'Ajaccio ces dernières années. Sur les années 2017 et 2018, il a été très dynamique avec la création de 3 grandes enseignes qui ont permis un recrutement de 800 à 1500 personnes. Une belle opération côté emploi qui a forcément un impact sur les chiffres du chômage du territoire. Un taux de chômage qui se situe aujourd'hui à 1 point en dessous du national, avec un taux de 7,7 pour un national à 8,7. Un environnement attractif en termes d'emploi porté par 2 grands secteurs. Les secteurs qui sont le plus représentés, aussi bien en Corse que sur le bassin d'Ajaccio, c'est l'hôtellerie-restauration et le commerce. Et ce sont des secteurs qui sont très fortement liés à la saison, sachant que ces secteurs-là représentent en gros entre 42 et 50% des embauches de la région. Mais il n'y a pas que l'hôtellerie-restauration et le commerce. Un autre secteur tient une place importante. Le BTP, la construction, est un secteur très porteur. Au niveau saisonnier, on a beaucoup de contrats courts. Par contre, dans le BTP, on a plutôt des contrats dits de type CDI. Pour répondre aux besoins parfois très précis des entreprises, Pôle emploi Corse mise sur la MRS, la méthode de recrutement par simulation. Aujourd'hui, on fait fi du CV, de l'expérience de la personne et on va essayer de détecter ses aptitudes et ses capacités à remplir un poste. On constate que c'est plus facile pour l'employeur et qu'à l'issue, ces personnes-là sont tout à fait aptes à remplir les postes et il y a moins de déperdition. C'est-à-dire que ces personnes-là restent dans l'entreprise une fois qu'elle a été recrutée. Avec le tourisme, le BTP est donc l'autre secteur porteur de l'île côté emploi. Et c'est dans ce domaine que travaille la première entreprise avec laquelle nous avons rendez-vous au nord d'Ajaccio, à Sarola-Carcopino. C'est une entreprise spécialisée dans le domaine des travaux publics, tout ce qui est aménagement de routes, ouvrages d'art, murs de soutènement, réseaux. Et elle travaille à plus de 90% sur les dossiers publics, c'est-à-dire tout ce qui est marché passé sous forme d'appel d'offres avec les collectivités locales. Alors que l'activité de construction et d'aménagement du territoire rebondit en Corse, l'entreprise doit faire face à beaucoup de commandes. Aujourd'hui, avec la mise en place de la nouvelle collectivité unique et une reprise économique sur le plan européen, tout ce qui est secteur de construction et d'aménagement du territoire ont été relancés. On a un volume assez conséquent d'affaires à réaliser sur le secteur public et on a donc beaucoup de problèmes à reconstituer des moyens humains pour répondre à la demande de nos donneurs d'ouvrage. Mais trouver du personnel qualifié n'est pas toujours chose facile.
Beaucoup de main-d'œuvre qui intervenait sur le plan insulaire venaient de pays voisins, donc Portugal, Italie. Ces pays connaissant une reprise économique assez importante, les personnes issues de ces pays-là retournent travailler chez elles, ce qui est tout à fait compréhensible. À la fuite de main-d'œuvre s'ajoute l'image du secteur peu attractive. Moi-même, je peux dire que quand j'étais plus jeune et sur mon parcours scolaire, j'ai entendu souvent dire si tu travailles mal, tu iras au LEP et tu finiras maçon sur un chantier. Donc c'est vrai que cette image dégradée du secteur du BTP n'a pas fait qu'améliorer les choses sur un secteur qui est pourtant florissant et dans lequel il y a des vrais parcours de carrière. Et l'entreprise recrute. Beaucoup. On recherche à tous les postes, c'est-à-dire qu'on va rechercher du poste le moins spécialisé possible, c'est-à-dire du manœuvre, assistant maçon, au chauffeur d'engin, au maçon, au coffreur. On va rechercher des canalisateurs, des chauffeurs poids lourds, des chefs d'équipe. On va rechercher des conducteurs de travaux. On poursuit notre périple corse chez les entreprises qui recrutent. Autre secteur en tension, le commerce. C'est d'ailleurs dans un magasin de bricolage, une enseigne bien connue, que nous sommes attendus. Ce magasin, Leroy Merlin, nous l'avons ouvert le 13 décembre 2017, il y a un an. Nous sommes ici sur une surface de 9000 m². Nous avons pour ce faire recruté plus d'une centaine de personnes et à ce jour, nous employons 140 salariés. Le magasin est flambant neuf, il couvre tous les secteurs très divers de la maison, mais une compétence commune est attendue de tous les futurs employés, aimer le contact avec les clients. Dans le domaine de la vente, la particularité qui rend les choses un peu plus complexes chez nous, c'est que nous cherchons des personnes qui ont de très bonnes aptitudes à la vente, qui ont un contact client facile, mais ce sont des compétences différentes en fonction des univers dans lesquels vous travaillez. Pour pallier ces difficultés de recrutement, l'enseigne a ses propres solutions. Aujourd'hui particulièrement, nous avons encore des postes à pourvoir en menuiserie et dans le rayon carrelage et parquet. Et cela fait plusieurs mois que cela dure. Nous opérons des formations en interne, mais nous ne pouvons pas nous délivrer un CAP ou un bac pro menuiserie. Les postes que l'on trouve ici, ce sont à la fois des postes à la vente, conseillers ou conseillères de vente, des postes en logistique, puisque les clients peuvent également commander de la marchandise, pas simplement la récupérer en libre service en magasin. Nous avons quelques postes administratifs. Des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. On vous le dit régulièrement dans cette émission, nous sommes là pour vous aider à décoder le monde de l'emploi et tous ces mystérieux acronymes. Un langage codé qu'il faut savoir décrypter, c'est notre mission dans CQFD. Aujourd'hui, on vous explique tout sur l'ACRE, A-C-C-R-E, 5 lettres qui peuvent vous aider si vous souhaitez créer votre entreprise. CQFD, ce qu'il faut décoder. Vous pensez vous mettre à votre compte? Vous voulez monter votre boîte, devenir auto-entrepreneur et tous les coups de main sont les bienvenus? Alors il faut absolument que vous demandiez l'ACRE. Allons bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'ACRE en 5 lettres, c'est l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise. L'aide, c'est une exonération partielle de charges sociales pendant 1 an pour le créateur ou repreneur d'entreprise, 3 ans pour les auto-entrepreneurs. C'est clair. Pour obtenir cette aide, il faut déposer une demande au plus tard 45 jours après la déclaration de création ou de reprise de l'entreprise. Où ça? Au Centre de formalité des entreprises, le CFE. Vous trouverez facilement celui dont vous dépendez sur guichet-entreprise.fr. C'est bien indiqué. Si vous n'avez pas de nouvelles de votre demande au bout d'un mois, c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire qu'elle a été acceptée. Et il n'y a pas d'autre démarche à faire. Les organismes sociaux et l'URSSAF vont automatiquement prendre en compte cette exonération quand vous déclarerez votre chiffre d'affaires. C'est simple. Près de la moitié des nouvelles entreprises sont créées par des chômeurs. Et c'est bien pour les demandeurs d'emploi que le dispositif a été conçu. Mais ce que ne disent pas ces 5 lettres, c'est que depuis cette année, les choses ont changé. L'ACRE est désormais accessible à tous les créateurs ou repreneurs d'entreprises, chômeurs ou pas. Dans ce cas, l'ACRE a de nouveaux bénéficiaires possibles, mais s'écrit avec une lettre en moins. CQFD.
Sylvie a 52 ans, elle en a passé 30 dans la publicité, elle a acquis une vraie expertise dans ce domaine et pourtant, elle a décidé de changer de métier et de recommencer à zéro. Après avoir passé les concours et effectué une formation, elle est aujourd'hui éducatrice spécialisée. Pourquoi? Comment? Elle va nous expliquer tout ça. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors vous êtes passée de la publicité au métier d'éducatrice spécialisée. Avec le recul, est-ce que vous voyez un point commun entre les deux? Écoutez, depuis plus de 2 ans, non, pas encore. Toujours pas? Toujours pas. Toujours pas de point commun. Alors je resitue, donc vous avez travaillé longtemps dans la publicité au sein d'une maison de disques et puis tout s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'entamer cette nouvelle formation, j'ai quand même travaillé dans une maison d'édition pendant un peu plus de 4 ans. Et puis, à la faveur de mon départ de cette maison d'édition, je me suis posé la question, est-ce que je voulais continuer à travailler soit dans la publicité, soit dans la communication, soit dans l'édition? Et je pense que je me suis dit non, ou pas vraiment. Et donc, j'ai cherché quel type de métier j'avais envie d'exercer, qui aurait peut-être un petit peu plus de sens pour moi. Alors vous avez fait un bilan de compétences? Alors j'ai fait un bilan de compétences, enfin même au-delà d'un bilan de compétences auprès de l'APEC. D'accord. Avec un suivi personnalisé sur, je crois que ça dure à peu près 5-6 mois. Et qui m'a aidé en fait, non pas à trouver cette formation d'éducatrice spécialisée, mais peut-être à me dire que je voulais exercer un métier auprès des personnes, dans le soin, dans l'accompagnement, plus dans le social. Et toujours avec une recherche de sens, en fait. Pour vous, ça c'était primordial? Ah oui, tout à fait. Primordial, oui, c'était essentiel. Oui. Dans votre ancien métier, c'est quelque chose qui vous manquait? Je pense que le sens, on peut le trouver dans n'importe quel métier. En revanche, quand le sens est celui d'un résultat chiffré, budgété, avec beaucoup de pression, je crois qu'à un moment... on fait une saturation. Et il y a une saturation, oui. Concrètement, comment ça se passe, une journée d'éducatrice spécialisée? Chaque jour est différent. Ouais. Là, je travaille dans un centre thérapeutique de réhabilitation auprès d'un public toxicomane et alcoolique. Et donc, il y a un travail d'équipe. On travaille en binôme. Il y a 2 éducateurs spécialisés. Et au sein de ce centre thérapeutique, c'est un hébergement. Il y a 15 personnes. Qui résident entre 3 et 12 mois. Donc le matin, on arrive, on regarde le cahier de liaison, on regarde un peu ce qui s'est passé. Les horaires étant un peu singuliers, on peut travailler 2 jours, arrêter de travailler 2 jours. Donc il faut un peu savoir ce qui s'est passé sur la vie au quotidien auprès des résidents. Et c'est un peu intervenir, comment on va dire, non pas au coup par coup, mais... comment se passe la journée, c'est un peu... C'est fluctuant. C'est fluctuant, oui. C'est pas franchement prévisible. Au niveau du salaire, j'imagine qu'un salaire dans la publicité, un salaire d'éducatrice spécialisée, c'est pas la même? C'est pas tout à fait la même chose. Ça tourne à peu près autour du SMIC. Voilà. D'accord. Un petit peu plus. Est-ce que vous aviez anticipé cette perte de salaire? Oui, je l'avais anticipé et je l'avais également accepté. C'est certain que j'ai décidé de suivre cette formation et d'exercer ce métier en sachant que j'allais gagner à peu près moins de 2 000 € par mois. Parce que j'avais la possibilité également de le faire parce que mon mari a déjà un salaire convenable et que je pouvais le faire, oui. Bien sûr, il y a un principe de réalité qui est là. Oui, j'imagine que vos enfants étant plus âgés aussi, Tout à fait. Vous avez moins besoin de... Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez évoqué justement le fait de retourner sur les bancs de l'école, à la fac, pour tout réapprendre. Ça n'a pas été trop compliqué, ça, pour vous? Oui, un petit peu, parce qu'avant d'arriver dans une école, pour une formation de travailleur social, en fait, il faut passer des concours. Oui. Donc il y a un écrit, il faut être reçu aux écrits, puis ensuite il faut passer les oraux. Voilà, oui, non, ça a été difficile. Ça a été difficile. Moi, je suis très motivée aussi par la stimulation intellectuelle. Donc le fait de retourner dans des livres, de réapprendre comment on fait une dissertation, un commentaire composé, comment on passe un oral. Oui, c'était très stimulant, très motivant. Alors quand même, dans ce métier d'éducatrice spécialisée, il y a forcément des situations particulièrement difficiles à gérer. Ça ne vous a pas fait peur, ça? Non, au contraire. Ça aussi, ça vous a stimulé? Oui, c'est ça qui m'a aussi stimulé, c'est de me dire...
j'étais sûre que c'était là que devait être ma place. Oui. Voilà. Merci beaucoup Sylvie d'être venue jusqu'à nous. Merci à vous de m'avoir reçue. Si comme Sylvie, vous avez eu besoin à un moment de votre vie de faire le point avant de vous relancer sur le marché de l'emploi, votre CV comprend peut-être des moments d'inactivité. Est-ce qu'il faut ruser pour cacher ces trous dans votre CV? Voici la réponse d'Arthur Perticose. Eh bien oui, vous n'avez pas toujours travaillé. Il y a un trou dans votre CV et le recruteur va certainement vous demander pourquoi. 6 mois, 1 an ou plus sans activité, que cette pause dans votre carrière soit voulue ou subie, un seul mot d'ordre, assumez. Et mettez en avant ce qu'elle vous a enseigné. Vous vous êtes arrêté pour élever vos enfants. Dites-le sur le CV. 2012-2018, période consacrée à l'éducation de mes enfants. Pas besoin de développer. On sait ce que cela implique en termes de sens des responsabilités et de l'organisation. Un problème de santé? Signalez-le dans la lettre ou le mail de motivation sans entrer dans les détails. C'est clair. Et si vous avez pris le temps de voyager avant de travailler, ça c'est carrément bien vu. Et encore mieux si vous êtes prêt à expliquer ce que vous en avez retiré. Vous avez été au chômage plus de 6 mois, eh bien vous savez quoi? Vous n'êtes pas le seul. Aucune honte à avoir. Le marché est compliqué, des opportunités ne se sont pas confirmées, vous avez dû redéfinir vos compétences, travailler sur vous. Vous expliquez, vous assumez parce que vous savez où vous allez. Et bonne nouvelle, les trous dans le CV ne sont pas éliminatoires. Si le recruteur vous pose cette question, c'est que vous avez décroché un entretien, non? 3 conseils pour finir. Assumez, assumez et assumez. Un recrutement, c'est une rencontre. Le recruteur doit comprendre votre parcours, même s'il a des virages compliqués. Et s'il ne comprend pas, passez votre chemin. Vous pouvez décider que ce point est éliminatoire pour vous. Et voilà le travail. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir un métier. Nettoyer, peindre, souder. Quand on ne peut pas utiliser un échafaudage pour faire ses travaux, il faut faire appel à un cordiste. Romain est capable de faire toutes ces tâches suspendues au bout d'une corde. Son métier s'apprenait sur le tas. Aujourd'hui, il y a des formations et une forte demande. Vous n'avez pas le vertige? Alors on part sur les toits de Paris. Je suis cordiste depuis 4 ans, je suis de Montpellier et je suis venu à Paris pour travailler parce que c'est essentiellement là que le travail se concentre, enfin en Ile-de-France en tout cas, que ce soit en mission d'intérim ou en CDI ou autre chose. Un cordiste, c'est un ouvrier qui intervient dans tous les endroits qui sont inaccessibles ou difficiles d'accès, où on ne peut pas mettre spécialement d'échafaudage ou de nacelle, ou tout simplement que c'est plus rapide pour intervenir que les autres moyens utilisés. Donc on est amené à faire un petit peu de tout en fait, hein. C'est de la peinture, de la maçonnerie, c'est de l'élagage, du lavage de vitres, de l'industrie, de la vérification. Notre but principal, c'est de nous envoyer sur une tâche à réaliser. Une fois qu'on est sur notre poste de travail, il faut qu'on ait quand même un minimum de connaissances, qu'on sache utiliser des outils, nos mains pour pouvoir travailler et faire ce qu'on nous demande. Est-ce qu'il y a la clé de 17 qui est là? Ouais. On est bien là. On voit la Tour Eiffel, on voit Montmartre. Il n'y a pas grand monde qui peut voir cette vue, donc ça c'est bien. C'est un métier qui est jeune quand même, hein. Je crois qu'il a une quinzaine d'années, amené par les guides de haute montagne, qui s'est démocratisé après pour les besoins en fait. Du coup là on va réparer le joint de dilatation là, qui est fissuré. On va le purger, enlever tout ce qui est menaçant. Je travaille dans le bâtiment à la base, j'ai une formation en plomberie. Après, j'ai pas mal bossé en intérim sur un petit peu tout corps de métier. Et parallèlement à ça, je faisais d'escalade. Et voilà, j'avais envie d'évoluer un petit peu et pourquoi pas de marier ma passion et le travail. Du coup, je me suis lancé dans cette formation-là qui dure 1 mois. On apprend à se déplacer, on apprend à se mettre en sécurité, que ce soit au niveau des nœuds, au niveau des normes, au niveau des résistances qu'on a le droit d'utiliser, ce qu'on n'a pas le droit, de la sécurité. C'est une formation qui est assez courte mais qui est quand même assez intense. Pour notre travail, il faut qu'on puisse s'accrocher en toute sécurité. Donc il y a une bonne analyse de l'environnement à avoir, savoir qu'est-ce qu'on va faire.
où est-ce qu'on va s'accrocher pour ne pas abîmer les ouvrages, ne pas abîmer nos cordes, que ce soit le plus facile pour nous de monter, de descendre. Je pense qu'on peut prendre une cheminée ici. Ouais, on peut prendre cette cheminée là. Le derrière de la cheminée là-bas. Ouais. Les toits parisiens, ils se ressemblent, hein. C'est quand même en général toujours la même configuration. Donc au bout d'un moment, on sait où aller rapidement. Alors j'avoue qu'il y a pas mal de cordistes qui sont aussi grimpeurs. Mais ça fait quand même un peu cliché, je trouve. Et non, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et c'est pas parce qu'on est grimpeur qu'on est forcément meilleur cordiste. C'est pas juste cool d'être suspendu à une corde. Enfin, c'est pas ce qu'on nous demande, quoi. Il y a vraiment des réelles contraintes. C'est un métier du bâtiment à part entière, avec la notion de hauteur, de froid, d'intempéries, de poussière, de bruit. C'est quand même assez physique. Une journée à passer 7 heures sur corde, à la fin, on est vraiment épuisé. Merci. C'est plus que recommandé de faire du sport pour être musclé, en fait, pour pouvoir rester en bonne santé. Bon, rendez-vous en bas. Le salaire d'un cordiste, il peut aller de 1 700 € pour un débutant jusqu'à 3 000 € pour quelqu'un de confirmé. Dans notre travail, on est obligé de travailler en binôme, à deux, parce que s'il y a le moindre problème, l'intervention doit se faire le plus rapidement possible. Donc on doit être habilité à sauver notre partenaire. Voilà, c'est vrai qu'on a rarement des frayeurs. Après, on peut avoir des appréhensions. En général, on travaille sur des bâtiments qui font 7 à 9 étages. Donc finalement, on s'habitue à une certaine hauteur. Quand on passe sur un bâtiment qui fait 20 étages, là, il y a tout de suite une appréhension un petit peu supplémentaire. Ça dure quelques minutes et puis après, on est à nouveau dans le bain du travail, quoi. Mais les accidents sur corde sont extrêmement rares. Moi, j'ai tendance à me lasser assez rapidement. Et là, ça fait presque 5 ans que je fais ça et je me suis pas du tout lassé, non. C'est un métier un peu original, ouais. Comme mon dernier chantier où c'était travailler au-dessus d'une piscine pour réparer une trémie, travailler dans un aéroport, de travailler sur une église. Je trouve que tous les chantiers qu'on fait sont quand même assez originaux dans l'ensemble. Ouais. J'aimerais bien travailler sur la Tour Eiffel. En tant que cordiste parisien, c'est un petit peu le Graal quand on a réussi à faire un chantier là-bas. Ouais. Trouver des tremplins pour se lancer sur le marché de l'emploi, c'est la mission que s'est donnée l'association Place au métier. Pour vous aider à cibler vos recherches, ces organisateurs proposent de rencontrer des professionnels ou encore de participer à des ateliers grâce à son réseau de partenaires un peu partout en France. Alors l'association a été montée par 2 entrepreneurs. Ils sont partis de plusieurs constats, qui étaient que tout un chacun pouvait être une personne inspirante pour d'autres. Donc comment est-ce qu'on pouvait lier tout ça? Il y a des entreprises qui cherchent des personnes motivées pour travailler. Alors comment est-ce qu'on crée une rencontre entre ces personnes motivées et ces entreprises en recherche, en cassant les codes? Voilà. Donc tout simplement, les entreprises ouvrent leurs portes, c'est la solution qu'ils ont trouvée. Et c'est pas l'ouverture d'une porte où on va parler de la boîte, où le RH va faire un pitch de comment a été fondée l'entreprise. Non, c'est l'opérationnel qui va parler de son métier à des personnes qui veulent découvrir son métier. Et voilà. Depuis 4 ans, Place au métier organise avec ses partenaires des rencontres instructives et utiles. C'est grâce à l'un de ces événements que Cécile a pu rencontrer Héloïse. L'année dernière, j'ai participé à la semaine Place au métier. J'avais organisé un atelier qui donnait des conseils pratiques pour trouver du travail, booster sa recherche d'emploi et savoir créer ses propres opportunités. À la fin de cet atelier, j'ai rencontré une jeune fille qui était jeune diplômée en recherche d'emploi. J'ai participé à différents ateliers en fait pour découvrir de nouveaux métiers, aussi un atelier qui m'a plus marqué sur un peu l'accompagnement, comment se rebooster un petit peu pendant la période de chômage. J'en avais un petit peu marre, j'avais besoin de retrouver de nouvelles personnes, rencontrer de nouveaux professionnels, découvrir de nouvelles choses, m'inspirer. Je me suis bien entendue avec celle qui animait l'atelier, qui était hyper disponible, ça m'a bien reboosté. Et en fait, on s'est bien entendu et je lui ai proposé de l'accompagner dans sa recherche. Donc on s'est vu régulièrement à l'issue de cet atelier et aujourd'hui, elle a trouvé un travail qui lui correspond.
Alors comment faire pour participer à cette initiative motivante? La formule est simple, quelques clics suffisent pour se lancer. Donc on a formalisé ça d'une manière super simple. Une plateforme, un site internet, vous créez votre atelier en 5 minutes et vous accueillez chez vous pendant 1 heure autour d'un café avec 5-10 personnes pour parler de votre métier. Une semaine par an, on propose à toutes les entreprises d'ouvrir leurs portes, que ce soit une entreprise du CAC 40, une ONG, un organisme public. Si vous souhaitez contacter Place au métier ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission sur le site publicsénat.fr. L'agenda, ce sont les événements, rendez-vous et bons plans sélectionnés dans toute la France par le magazine de l'emploi. C'est le moment de prendre un papier, un crayon ou de noter dans votre smartphone. Nous avons vu tout à l'heure comment l'ACRE peut vous venir en aide si vous voulez monter votre boîte. C'est un début. Pour le reste, le Salon des entrepreneurs est une mine d'informations. Il se tient à Paris, au Palais des Congrès, les 6 et 7 février. C'est aussi le rendez-vous idéal pour partager l'expérience de grands entrepreneurs et créer votre réseau. L'accès est gratuit en s'inscrivant sur le site salondesentrepreneurs.com. Changer, progresser, se former et créer, voilà les 4 thèmes abordés au Salon de la formation et de l'évolution professionnelle. Il se tient du 1er au 2 février au Grand Palais à Lille. Là encore, l'entrée est gratuite à condition de s'inscrire sur le site lavoileétudiant.com. Alors si vous êtes en quête de changement dans votre carrière, ce rendez-vous pourrait vous aider à y parvenir. Du numérique à l'ingénierie, tout en passant par le bâtiment, près de 700 professions sont présentées au 23e Salon des métiers. De quoi trouver votre bonheur. Le salon propose également 100 démonstrations concrètes d'activités professionnelles. Il a lieu entre le 7 et le 10 février à Eurexpo à Lyon. C'est une bonne occasion pour préparer son avenir et pourquoi pas envisager une reconversion. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À bientôt.